Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur Métropole à l'heure de la rubrique Le Point. Ce matin, nous commençons à recevoir des candidats à la présidence et le premier, Jacques Sampeur, candidat sous la bannière du parti Clé Combit pour la libération économique. Monsieur Sampeur, bonjour. Bonjour Georges. Et je salue tous ceux qui regardent Télémétropole et tous ceux qui écoutent Radio Métropole. Jacques Sampeur, vous êtes un homme de radio, un militant en quelque sorte, un directeur d'opinion. Aujourd'hui, vous êtes candidat à la présidence. Et il faut dire qu'aujourd'hui s'ouvre officiellement la campagne électorale. Est-ce que le lancement de votre campagne coïncidera avec le lancement officiel de la campagne électorale, la campagne présidentielle? Bon, on peut lancer sa campagne 2 jours après, 3 jours après. Mais, drôlement, je commence ma campagne aujourd'hui avec Métropole, puisque c'est le premier jour officiel déclaré par le CEP. Dans cela. Et Georges, je dois te dire que je n'aurai jamais un discours électoraliste parce que je parle depuis 30 ans. 30 ans, et ce que je dis aujourd'hui, je le disais déjà. Et peut-être aujourd'hui, les attentions sont beaucoup plus braquées sur moi, puisque en fait, je suis candidat à la présidence. Mais nous avons lutté pour avoir un meilleur pays. Tout le monde aime Haïti, tous les Haïtiens aiment Haïti. Mais il y a des métiers qui sont beaucoup plus en relief. Et le métier de presse met en relief cet amour, cette détermination d'arranger les choses. Depuis 1986, on espère, on travaille et on se réunit, on dit bon, écoutez, cette fois-ci, c'est pour de bon, parce que celui-ci qui va être au pouvoir, il va changer vraiment les choses, va respecter la presse, et va amplifier la justice et tout ça. Mais dès qu'il arrive sur le palier, il y a une sorte de déviation. Oui, et parfois, c'est même agressif et arrogant. Et je ne pensais jamais qu'un jour que je pourrais poser ma candidature à un poste électif, puisque je disais que chaque personne dans sa sphère d'action peut aider son pays. Moi, je pensais aider Haïti. Je défendais du bec et les ongles les causes quand il y a de l'injustice et que ce soit fait à moi ou à quelqu'un d'autre. Et tout cela, je pensais vraiment pouvoir arranger les choses à partir de mon microphone ou de ma caméra. Mais, je l'ai dit, à chaque palier, on dit, celui-ci, c'est le bon. Ça marchera. Et puis on constate que la montagne accouche toujours d'une souris. Et j'ai pris la décision vraiment de poser ma candidature à partir de 2010-2011. Et quand j'ai vu le spécimen, ce que nous avons eu au pouvoir, j'ai dit que c'est parce que les gens de bien, les militants, ne s'impliquent pas. Et je dis, il faut que les gens de bien s'impliquent de la politique. Parce que... Alors, qu'entendez-vous par gens de bien? Gens de bien, ceux qui respectent les autres, ceux qui n'ont pas de dessein criminel pour arriver en fait, à leur fin,
Et tout ça, nous savons qu'il y a des gens de bien, nous savons que, mais qui se respectent. Moi, je n'ai pas accepté. On m'offre des portefeuilles de ministre. Et depuis 86, le CNG m'a fait des offres, je n'ai pas accepté. La première chose, c'est que j'étais traumatisé par le 7 février de ce que j'ai vu, et après la suite de Jean-Claude Duvalier. Ensuite, dans la dynamique des choses, je n'ai pas accepté parce que je n'ai pas peur de ma réputation. Si un pouvoir vous appelle, et vous êtes là, fougueux et enthousiaste, et vous constatez que il y a une déviation du pouvoir, automatiquement, vous êtes devenu l'ennemi numéro 1 de la communauté. Regardez ce qu'on a fait à notre cher Rothschild. Vous voyez, ça c'est désarmant. Et pourtant, Rothschild a voulu aider. Et tout ça. Rothschild est un bon journaliste, très dynamique, et tout cela. Et d'où je n'ai pas voulu accepter de portefeuille, de fonction dernièrement. Et on m'a offert des postes. Je n'ai pas voulu parce que j'ai dit que la politique tue. Maintenant, je pense que pourquoi je le dis, c'est parce que on a une tendance à réserver la politique à un groupe de personnes, à une catégorie de gens. C'est comme si la politique devient la chasse gardée d'un groupe bien spécifique, et puis les gens de bien restent. Mais je constate que, tandis que nous autres, nous ne nous expliquons pas, nous nous disons qu'écoutez, il ne faut pas se salir, des choses comme ça. Ceux qui se salissent gèrent nos vies, la destinée de tout ce que nous faisons, de nos enfants. La politique est une chose trop importante pour la laisser entre les mains de n'importe qui. De n'importe qui. Oui. Donc aujourd'hui, vous êtes candidat à la présidence, c'est comme la reprise en main de votre destin, du destin du pays. J'ai dit que c'est un cri. C'est un cri d'implication citoyenne. J'ai dit que il faut qu'on s'implique, et je m'implique pour que d'autres s'impliquent. Vous voyez, et c'est pourquoi quand il y a eu 71 candidats, je n'ai pas été trop choqué, parce que j'ai dit qu'il faut qu'ils s'impliquent naturellement. Et ce qui nous inquiète, c'est que ce sont toujours les mêmes visages qui reviennent. Et le statu quo nous tue. Vous voyez. Donc, Jacques Sampeur, vous êtes homme de radio, mais vous êtes chrétien également. Récemment, il y a eu une volonté manifeste de vouloir créer ou encore trouver un candidat unique. Qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas pu retrouver la candidature de Jacques Sampeur sur la table? Georges, je suis chrétien né de nouveau et ce n'est pas négociable. J'ai 23 ans de conversion, je prêche l'évangile. Voyez, on ne manipule pas Dieu. Et quand Canaan était embryonnaire, j'étais là. Quand les chrétiens parlaient... Alors vous parlez du parti du pasteur Chavan Jeune, Canaan. Oui, mais avant, c'était pas encore le parti Chavan Jeune. C'est-à-dire qu'on travaillait pour avoir... pour que les chrétiens parlent de la politique. Je dis que ce n'était pas une mauvaise chose. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que... on parlait de primaires. C'est très bien, comme cela arrive aux États-Unis, avec les républicains et les démocrates. Et tout ça, on fait des élections primaires et pour trouver les sénateurs, les députés et le président. Et voilà que j'ai constaté que c'était biaisé et c'était pratiquement alimenté pour un favori. Je ne veux pas scandaliser l'Église parce que je suis chrétien. Avant toute autre chose, je suis parti sur la pointe des pieds. D'où je connais bien l'histoire. Et Canaan a eu
ces élections primaires, tout ça, et justement, qui était prédit, c'était ça. Et je me suis présenté aux élections sous une bannière laïque, clé, combi de libération économique, numéro 96, et parce que l'État est laïque. Et je suis chrétien d'abord, mais je vais gouverner un pays laïque, d'où je serai le président de tout le monde, indistinctement. Maintenant, le pasteur Gérald Bataille. Gérald Bataille, que je respecte beaucoup, que je connais très bien, le pasteur Élure Myrtil, le pasteur Boucher, le pasteur Rigaud, sont venus me voir. Les pasteurs viennent me voir sans rendez-vous. Oh oui. Pourquoi? Parce que je dis que si les chrétiens ne respectent pas les chrétiens, si les chrétiens ne mettent pas du tapis rouge pour les chrétiens, qui va le faire? Et pasteur Bataille est venu. Je ne parle pas des pasteurs au microphone, et je ne dénonce pas l'Église au microphone, ni quand je prêche l'Évangile sur chair. Mais je parle des problèmes de l'Église avec des pasteurs, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Et ce jour-là, nous avons parlé et on a crevé l'abcès. Et j'ai dit au pasteur Bataille que vous êtes pris au piège. Il m'a dit non. Il dit vous allez voir. Et j'ai dit que c'est trop tard. Je suis un homme de parole. J'ai donné mon mot au parti clé. Je n'ai signé aucun papier avec le parti. Et le coordonnateur, M. Maurice Clerget, m'a dit, partout où je passe, on dit que vous êtes un homme sérieux, d'où on ne signe pas de papier. Il n'y a même pas un gentleman agreement, rien du tout, d'où c'est beaucoup plus sacré que papier, que contrat signé, des choses comme ça. On comprend que vous décidez de faire cavalier seul, parce que vous estimez qu'au sein du secteur protestant, il y a eu manipulation. Oui, et puis et le monde laïque, le monde païen et le monde évangélique connaissent en fait ce que je dis là. Et vous savez, la coalition renforce si les éléments sont pratiquement propres, si les éléments ont bonne réputation. Mais s'il y a quelques éléments dans cette coalition et qui n'ont pas de bonne réputation, eh bien cela vous affaiblit. Voyez. Alors, un mot sur ce qui se passe maintenant, sur l'actualité, parce qu'on va marquer la première pause à l'émission. Des partis politiques se retirent de la course électorale. C'est le cas de Vérité qui annonce son retrait. Comment vous appréhendez la question? Est-ce qu'il n'y a pas des risques qui pèsent là sur le 25 octobre? Je suis un vieux routier, je connais tout le monde. C'est l'avantage, je connais tout le monde. Et il y a des choses que je ne comprends pas. À un moment, on disait que c'est Vérité qui menait le CEP et tout ça. Et les gens me disaient même d'enlever ma candidature parce que c'est truqué d'avance. Vous voyez, tout ça, je ne sais pas ce qui s'est passé entre Vérité en fait, et le CEP aujourd'hui. Et maintenant, autre chose. Et j'ai dit au CEP, pour qu'il recouvre sa crédibilité, il faut qu'il prenne des sanctions énergiques contre tous les partis qui ont saboté le scrutin du 9 août. Voyez, et je l'ai dit, en fait, à une télévision hier soir, je dis que je sais que les choses ne sont pas faciles. Je dis que le CEP a affiché beaucoup de courage en certains points, mais quand vous faites quelque chose, vous le faites très bien jusqu'au bout. Je dis, ou bien on fait les élections du 9 août
le 25 octobre. C'est-à-dire les mêmes élections, Oui, la oui, répétition de tout ce qui s'était oui, passé. et tout ça parce que et c'est émaillé de fraude et les partis pro-gouvernementaux ont fait des hésitations, ont tout bousillé. Or, il ne faut pas qu'il y ait deux poids, deux mesures. Pour qu'un élément soit crédible, il faut qu'il sévisse de part et d'autre. Voyez, alors j'ai dit que je suis pour les élections, mais que le CEP reste crédible, qu'il inspire confiance. Et voilà, nous sommes arrivés à la première partie, à la fin de la première partie de l'émission. Mesdames, Messieurs, vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le candidat à la présidence, Jacques Sampeur. Restez avec nous, nous marquons la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le candidat à la présidence, Jacques Sampeur. Maintenant, venons-en aux grandes lignes de votre programme politique en tant que candidat à la présidence. Voyons d'abord avec l'éducation. Oui. Et Georges, il y a une disparité désarmante dans l'éducation aujourd'hui. Moi, je l'ai toujours dit, j'ai fait une partie, même les trois quarts de mes études classiques au lycée. J'étais au lycée Firmin, j'étais au lycée Toussaint Louverture. Et en classe terminale, en section A, j'avais comme professeur le docteur Saint-Ville, revenant de la Sorbonne et qui parlait grec. D'où au lycée, on avait les meilleurs professeurs, d'où l'éducation était de qualité. Et il n'y avait pas de complexe entre ceux qui étaient dans un collège, dans une école payée, et nous autres, parce qu'on avait les meilleurs professeurs. Et à partir de là, il y avait un mélange au lycée, toutes sortes de mélanges, de gens riches, de gens pauvres, tout ça. Et pourquoi ? Parce que le fait que l'éducation soit de qualité, et les gens envoyaient leurs enfants en fait, au lycée, et ça a fait quand même ce qu'on appelle ce brassage, ce mélange de toutes les couches sociales. Ok. Et aujourd'hui, l'école, il y a deux écoles. Il y a une école pour ceux qui peuvent payer, et puis il y a une école pour cette vaste population au rabais. Vous voyez, on ne plaisante pas avec l'éducation. Moi, je dis qu'il faut combattre la pauvreté par l'éducation. Ce qui fait de vous ce que vous êtes, c'est l'éducation. Vous voyez, j'entends des journalistes, les analyses des journalistes, les interviews des journalistes, des meneurs d'interviews comme vous, comme Wendell, comme Valérie, comme tant d'autres. Écoutez, ce qui fait de vous ce que vous êtes, c'est l'éducation. Et voilà qu'aujourd'hui, nous sommes en train de la perdre. Et qu'allez-vous faire pour remembrer l'éducation, encore le système éducatif haïtien ? Eh bien, moi, je pense qu'il faut y repenser, de la maternelle à l'université. Et les jalons que je pose, parce que vous savez que ça devient presque chronique, et ça ne date pas d'aujourd'hui, depuis qu'il y a cette dégradation de l'éducation en fait, en Haïti. Et c'est pourquoi, voyons que nos jeunes vont se faire humilier en République voisine, pensant que la pelouse est beaucoup plus verte chez le voisin. Nous pensons, avec l'aide on en a parlé avec la diaspora haïtienne en France, et la diaspora haïtienne en fait, aux États-Unis. Et la fois dernière, je ne sais pas si, je crois que Métropole était là, et nous avons fait deux concerts avec M. Freeman et M. Richard Freeman, qui est
directeur d'université en fait, aux États-Unis, et membre de la coalition Push Rainbow, dont Jesse Jackson est le leader. Et il est également membre de Black Caucus. Il est venu, il voulait savoir mon plan pour l'éducation, parce que c'est l'éducation qui est à la base de tout, et pour le développement d'un pays. Et il m'a posé la question, on s'est parlé, et il m'a dit, après m'avoir entendu, il a décidé de faire une conférence de presse avec moi en tant que candidat à la présidence, et il a promis d'éjecter dans mon gouvernement 500 millions de dollars pour repenser l'éducation faite en Haïti et tout ça. On ne peut pas parler d'éducation, l'éducation importée, l'éducation pensée par d'autres, tout ça. Mais vous êtes jeunes. En 1960, nous avons eu des professeurs haïtiens qui ont été formés des Canadiens. Et au Congo. Vous voyez tout ça. Et nous pensons qu'on peut arriver à requinquer notre éducation. Vous voyez, je suis candidat à la présidence et j'ai une équipe. Je ne suis pas monsieur je sais tout, je ne suis pas un homme orchestre. Et j'ai une équipe qui travaille, mais je vous dis que la détermination, la volonté politique, c'est qu'il faut requinquer, remodeler et moderniser et pratiquement l'éducation pour que les Dominicains viennent aussi étudier chez nous. Voyez. Donc, tout ça. on comprend qu'arrivé au pouvoir, nous allons retrouver un Jacques Sampeur qui sera le promoteur qui va repenser l'éducation, comme vous le dites. Maintenant, sur la justice. Et ce qui rend Haïti instable, c'est le manque de renforcement de nos institutions. Il n'y a pas d'institution forte en Haïti, parce que le pouvoir central gère tout. Et c'est là le mauvais côté. Il faut renforcer la justice, parce que à partir de ce renforcement, on va combattre l'impunité. Pourquoi les gens brisent tout? Pourquoi les gens en fait, détruisent les bureaux de vote, tuent les gens? Parce que ça, il n'y a pas de justice. Mais si la justice devient indépendante, avec des hommes sérieux, bien entendu... Alors là, c'est le règne de l'impunité. Oui, oui. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous voyez, il y a des crimes politiques qui ne sont pas punis. Regardez, pour Jean-Dominique, jusqu'à présent, ça traîne. Et tout ça. D'où il faut renforcer la justice. Et regardez, si demain matin, en exemple, et on procède à l'arrestation soit de George Bush, ou bien de Bill Clinton, ou bien de l'ancien président des États-Unis. On ne va pas dire que c'est Obama qui fait ça. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, il y a des institutions fortes. En Haïti, même quand ce ne serait pas vrai, on le dira toujours, puisque en fait, vous avez de faibles institutions. Il faut renforcer les institutions. Vous voyez, tout ça. Et à partir de là, on pourrait en fait dire, parce que s'il n'y a pas d'impunité, s'il n'y a plus d'impunité, je vous assure que et les gens vont réfléchir beaucoup avant d'agir d'une façon illégale, d'une façon arbitraire. Si vous arrivez au pouvoir, on peut s'attendre à un retour des forces armées d'Haïti. Oh oui, je suis pro-militaire. Malgré les militaires ont bousillé ma radio et tout le reste. Je serais général peut-être aujourd'hui. Mon nom figurait dans la liste des cadets en 1971. J'ai failli être militaire. Vous savez pourquoi j'ai pas été militaire? C'est parce que Wilton Hérisson, qui est un ami à cette époque, il m'a connu depuis que j'étais à l'école, et m'avait dit que si je deviens militaire, je ne pourrais plus parler à la radio, parce que je parle à la radio depuis en classe. Alors j'ai choisi entre la radio et la gendarmerie. Et bien, je suis gendarme aujourd'hui, je suis pro-militaire. Et oui, mais une bonne armée. Mais attention, l'armée traditionnelle, conventionnelle, n'a plus de poids dans la balance, parce que maintenant, les superpuissances agitent leur armement nucléaire et tout ça. On a besoin d'une armée pour garder la frontière, notre frontière, qui possède près de 400 à 500 points non contrôlables, et tout ça.
on a besoin d'une armée. Vous savez, je l'ai toujours dit, si on avait une armée, le 12 janvier, bien que la police a fait une chose extraordinaire, la police, malgré tous les problèmes de la police, et la police était présente, mais la police n'a pas subi d'entraînement pour ça. Je l'ai toujours dit, le 12 janvier, si l'armée d'Haïti était là, eh bien, on aurait quand même beaucoup plus de soulagement avec tous ces cadavres, tous ces gens qui étaient en détresse. Vous êtes candidat aujourd'hui sous la bannière du parti clé, Combat pour la libération économique. Le nom de votre parti laisse entrevoir, si vous arrivez au pouvoir, c'est avec un si qu'on fait l'émission aujourd'hui, parce que ce n'est pas encore le cas, vous allez lutter pour la disparité sociale, la disparité économique. Comment s'y prendre aujourd'hui? Inévitablement, Georges, écoute-moi. Et le revenu per capita en Haïti s'élève à 5462 goudes. Et il y a 0,7% destiné aux pauvres. C'est un pays qui n'est pas dirigé pour le plus grand nombre. Il faut dire tout bonnement, je vais au pouvoir pour le plus grand nombre avec la minorité. Je dis pour le plus grand nombre d'abord, accompagné de la minorité. Parce que cette minorité souffre aussi de la contrebande politique, parce que ceux qui prennent le pouvoir pour une clique de personnes. Je ne dis pas pour une classe de personnes. Parce que la classe des affaires souffre beaucoup. Et j'ai parlé à quelqu'un, un ami de longue date, je lui dis que, écoute, un tel, tu dois m'aider. Et je vais être en campagne. Il dit, Jacques, je ne vais pas t'aider grandement parce que les affaires ne vont pas. Je dis, attention, pour ne pas être parmi les mangés. Parce qu'il y a des mangeurs et il ne faut pas que tu sois des mangés. Et il m'a dit, Jacques, je suis déjà mangé parce que la contrebande me tue. J'ai pignon sur rue, je paie les taxes normalement et mes produits sont dans les rues. Vous voyez tout ça. D'où je parle d'une clique, pas de classe de personnes. On prend le pouvoir pour une clique de personnes et qui prend tout, tandis que la majorité n'a rien du tout. Et il faut élargir la classe de richesse, créer des opportunités pour les jeunes, pour les gens des éléments de la classe moyenne. Pourquoi? C'est pas parce que vous le faites, parce que vous êtes un homme de bon cœur, des choses comme ça, pour sauver le pays. Il y a des décisions qui sont prises. C'est pour, et comme Sarkozy, en fait, l'a dit, j'ai bien apprécié, et qui disait que les Français sont des nomades. Les Français n'ont pas de racines en France. Et ils ont compris pourquoi. C'est la taxe de succession qui tue. Parce que les parents achètent des maisons et quand l'enfant doit hériter de la maison, qu'est-ce qui arrive? La taxe de succession est tellement élevée que l'enfant abandonne. D'où le Français n'a pas de patrie. Il va n'importe où. Et il a compris qu'il doit enlever cette taxe pour que les Français restent chez eux et des racines. En Haïti, si nous ne faisons rien pour qu'il y ait des opportunités pour tout le monde, je ne parle pas de misère, on gère la misère aujourd'hui, je parle de richesse, parce que nous sommes tous haïtiens. Si on ne fait pas ça, qu'est-ce qui arrive? Le jeune universitaire avec son diplôme, qu'est-ce qu'il fait? Il vient avec une pierre, c'est un acte désespéré, face à un char blindé de la ministère, et il dit à la ministère de s'en aller, et il lance sa pierre. Je ne suis pas Freud, mais je ferais bien que le plus simple psychologue pourrait définir que c'est par désespoir. Il n'a rien. Après son diplôme, qu'est-ce qu'il va faire? Et dans sa tête, il dort, dans ses rêves, d'un visa. Il rêve d'un visa pour les États-Unis, ou bien pour aller se faire humilier à Saint-Domingue, ou bien au Brésil. Tout ça, il faut créer des opportunités pour notre jeunesse, cette vaste jeunesse. Et là, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle de la discrimination
positive, comme les États-Unis l'ont fait pour la minorité noire aux États-Unis, qui a rapporté, qui a eu beaucoup de succès. Il faut qu'il y ait cela, parce qu'on n'a pas eu de patrimoine. C'est quelque chose de consacré. Il faut que le jeune étudie, après l'école puisse trouver un financement pour étudier et pour avoir du poids dans la balance. On n'a que ça. Donc on comprend bien que vous allez mettre l'accent sur la jeunesse. Vous parliez tout à l'heure d'aide. Combien coûte ou combien va coûter la campagne électorale de Jacques Sampeur? Est-ce que vous avez déjà des fonds, de l'aide? Écoutez, j'ai des amis qui m'aident. Ça me permet de voir quelque chose aujourd'hui. Et tout le monde sait fort bien que, parce que j'étale, moi, ma situation à la radio, et ma vie est un livre ouvert. Et des amis m'aident, et il y a beaucoup de volontariat. Vous voyez? Et parce qu'aujourd'hui, les élections deviennent synonymes d'argent. Oui, et tout ça. Mais écoutez, si on veut marcher après un candidat fortuné, vous êtes sûr qu'au pouvoir, ce candidat vous dira qu'il a déjà payé. Moi, je vais au pouvoir, pas pour m'enrichir. Je vais au pouvoir pour pouvoir, à l'intérieur de l'intérieur, changer les choses, avec vous qui travaillez de l'extérieur. Parce que si je suis à l'intérieur en tant que démocrate, en tant que militant, et la presse travaille pour le changement, je vais vous rencontrer. Alors, je reviens à ma question. Votre budget pour la campagne électorale? Si on devait penser au budget, je ne serais pas candidat. Et Georges. Et ça avance. Et j'ai beaucoup de volontaires, des gens qui viennent et nous aider. À combien vous estimez votre campagne? Est-ce qu'on peut l'estimer? J'ai entendu un leader routinier dire qu'une campagne électorale coûte 7 millions de dollars. Si je devais penser à ce chiffre, je ne poserais pas ma candidature, Georges. Non, je crois à un réveil des militants conséquents, des vrais militants, et que je rencontre vraiment. Je compte sur un réveil des jeunes, un réveil d'Haïtiens authentiques, un réveil de cette majorité silencieuse, pour que tout le monde aille voter. Parce que certainement, je n'ai pas les moyens des autres, je n'ai jamais été au pouvoir. Vous voyez, et il faut, et je comprends aussi que les jeunes sont très intelligents et comprennent ça rapidement. Et ceux qui ont beaucoup d'argent, où est-ce qu'ils ont pris cet argent? C'est ceux qui étaient au pouvoir déjà, qui veulent revenir, Georges. Vous voyez, moi je n'ai jamais été au pouvoir. Et j'y vais aujourd'hui pour changer les choses. Parce que si quelqu'un ne fait pas quelque chose, tout le monde perdra. Alors aujourd'hui, nous sommes en 2015. La situation en Haïti, sur le plan sociopolitique, est catastrophique selon certains observateurs. Avec le dollar qui grimpe, les clivages qui s'amplifient, tout ça. Qu'est-ce qui vous donne autorité aujourd'hui, vous-même, Jacques Sampeur, de croire que Haïti a besoin de vous comme président? La moralité, Georges. La moralité. L'immoralité danse le ballet depuis quelque temps. Vous voyez, a dit que nous sommes en train de creuser, Georges. Ce n'est pas le pays qu'on a connu. On entend des insanités venant des entités. Nos jeunes regardent. La moralité, Georges. Vous voyez, c'est la moralité. Il y a une peur bleue maintenant de tout le peuple, de cette loi pour que qui reconnaissent le mariage des homosexuels. Je n'ai aucun problème avec les homosexuels, mais avoir une loi pour que des filles épousent des filles, les garçons épousent des garçons, et les hommes et les femmes.
faut que les garçons épousent les garçons, les filles épousent les filles, les bœufs épousent les bœufs, les vaches épousent les vaches. Écoutez, et c'est contre nature. Je suis chrétien au pouvoir, ça ne passera jamais. C'est cette garantie que je donne. On est en quête de mort. Après tant de bombardements d'immoralité, on est en quête de moralité, Georges. Donc vous vous appuyez sur la moralité aujourd'hui qui vous donne l'autorité pour vous porter candidat à la présidence. C'est un atout, Georges. Et je vais vous dire, si vous ne faites rien, si vous restez dans votre coin et vous voyez des insanités, vous constatez que vous faites des petits frères ou bien en fait des enfants, tout ça, qui regardent, qui entendent, que des entités disent n'importe quoi, font n'importe quoi, Georges, au pouvoir. Vous devez vous impliquer, dire non, quel que soit votre moyen économique. C'est ça. Et voilà, merci Jacques Sampeur, candidat à la présidence, d'avoir été en quelque sorte, je dirais, le cobaye de l'émission, parce que oui, c'est la première émission avec un candidat à la présidence. Les gens ont appris beaucoup de choses de vous. La moralité, c'est ce qui va gouverner. Si toutefois vous arrivez au pouvoir, Jacques Sampeur, merci encore d'avoir été avec nous. Merci Georges, merci. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Notre invité ce matin, c'était le candidat à la présidence sous la bannière du parti clé Combit pour la libération économique, Jacques Sampeur. Restez donc branchés sur Métropole pour la suite de la programmation. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télé Métropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.